On va pouvoir On va pouvoir commencer. lancer ce webinaire. Ok. Alors, effectivement, ce matin, on se retrouve pour faire un point sur ce qu'il fallait retenir, ou en tout cas ce que nous, on a retenu de ce grand et huge événement qui s'est déroulé à Boston début septembre. Déjà, peut-être savoir qui nous sommes. On est donc l'agence Winbound, spécialisée en inbound marketing depuis plusieurs années, en social selling et en inbound sales. Le sommaire de ce qu'on va voir ce matin, donc on va présenter effectivement qui nous sommes et on va faire un point sur ce que chacune de nous a retenu, avec chacune un peu sa vision des choses. Pourquoi justement dans la présentation. Donc moi, je suis Isabelle Defay, je suis responsable de l'agence Winbound à Paris. Ça fait un peu plus de 10 ans que j'accompagne des entreprises dans leur stratégie digitale. En ce qui concerne Cindy, elle est responsable, experte, manager projet inbound marketing à Rennes. Elle est également en charge de l'animation de l'équipe, ce qu'elle fait haut la main pour que tous les inbound marketeurs montent en compétences et puissent partager leur expertise avec nos clients. Et puis Tiffaine Ramaré, qui est également manager projet inbound marketing avec une belle et très intéressante spécificité, c'est qu'elle est bilingue, anglais parfaite, et qu'elle nous a sauvés. On ne vous racontera pas toutes les péripéties vécues à Boston, mais ça a été très utile de l'avoir à nos côtés. Et donc, toutes les trois, effectivement, on a eu la chance de participer à ce grand événement bostonien, dont on va vous faire un petit feedback. Donc, dans le sommaire, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va partager avec vous, les nouveautés HubSpot, parce que c'est un petit peu le cœur du sujet forcément dans la ville qui a vu naître cette entreprise spécialisée dans le marketing automation. On va voir également le retour des LinkedIn Ads dans HubSpot. À mon niveau, je ferai un point un petit peu sur tout ce qui s'est dit au niveau des sales et du marketing, parce que ça a été un des enjeux forts, en tout cas des conférences que j'ai pu suivre. Et puis, Tiffaine terminera sur la création de contenu, qui reste aussi, même si, par exemple, à titre personnel, ça fait des années qu'on parle de création de contenu, mais là, on va un peu plus loin, on ne crée plus du contenu, on crée de l'expérience. Donc, effectivement, on abordera ce sujet-là et on terminera par la vidéo qui continue de prendre toujours ses galons dans le contenu le plus engageant. Donc voilà, on s'est présenté. L'idée, c'est de faire un petit peu plus connaissance avec vous. Pour ça, on a prévu un sondage. Alors, ne soyez pas surpris. Pendant que le sondage va se mettre en place, vous allez avoir un écran noir pendant une petite minute. C'est tout à fait normal. Et l'idée, c'est de voir un petit peu qui vous êtes, de façon à répondre aussi au mieux à vos attentes par rapport à ce retour d'expérience bostonien. Est-ce que vous êtes plutôt du marketing, des sales? Est-ce que vous êtes plutôt tech, web designer ou carrément autre? Et l'idée, c'est de faire effectivement un petit peu plus connaissance. Voilà, donc je laisse le sondage se dérouler. Je vais laisser ensuite la parole à Cindy, qui va rentrer un petit peu plus en détail sur ce que c'est que cet événement pour ceux qui ne le connaissent pas. Et puis ensuite vous expliquer notamment les nouveautés HubSpot qui ont été présentées lors de cet événement. Eh bien, bonjour à tous. Pour ceux qui ne connaissent pas cet événement Inbound, on va vous donner quelques clés de contexte. Alors, Inbound, c'est un événement international et incontournable qui est le premier du genre dédié à l'inbound marketing. Cette année, c'était la 8e édition. Toujours à Boston, hein, dans le fief de HubSpot, puisque HubSpot est né à Boston. Ça s'organise autour de 4 jours d'événements intenses, dont un est dédié aux agences partenaires que nous sommes. Cette année, c'était plus de 26 000 personnes qui se réunissaient autour de l'inbound marketing et qui se réunissaient aussi autour des conférences qui étaient déroulées pendant cet événement. Donc, il y a plusieurs format de conférences. Il y a des énormes keynotes auxquelles les 26 000 participants peuvent participer. Il y a des spotlights qui sont des conférences en plus petit comité, mais quand même 200 ou 300 personnes. Et puis, il y a vraiment des micro-classes qui sont dédiées à un sujet particulier
sur une expertise particulière tout au long de ces 3 jours. Donc pour nous, Inbound, pourquoi on participe à cet événement? C'est vraiment un temps fort de l'année, c'est aussi un investissement personnel et pour l'agence, mais c'est surtout une occasion de découvrir des nouvelles pratiques autour de l'inbound marketing et du marketing digital en général. On participe aussi à des conférences inspirationnelles, hein, même si c'est des speakers qui n'ont pas vraiment de spécialité autour de l'inbound marketing. C'est aussi un grand moment de connexion avec des homologues, donc des agences françaises, mais aussi des agences internationales avec lesquelles on peut échanger nos points de vue, nos process, ce qui fonctionne avec nos clients, les problématiques qu'on rencontre d'un côté et de l'autre. Et puis aussi de rencontrer des interlocuteurs HubSpot avec qui on parle souvent plutôt au téléphone ou en visio, et là on les rencontre de visu. Donc c'est vraiment un hub, si on peut utiliser l'expression, autour de notre expertise et de nos méthodos qu'on utilise tout au long de l'année. Ce qu'on peut préciser, c'est que c'est un événement démesuré. On voit 26 000 participants, mais les lieux sont aussi démesurés. On est sur 500 000 mètres carrés d'espace. Donc, la salle qui reçoit l'ensemble des personnes, les 26 000 participants, c'est une salle de concert et c'est organisé comme un concert. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que les intervenants sont au cordeau sur tout ce qu'ils vont faire, sur la présentation, sur la façon de partager les choses. Et c'est une vraie masterclass en soi en termes d'organisation d'événements. Tout à fait. Et autant vous dire qu'on a usé nos semelles parce que les conférences, elles durent environ 45 minutes et on a une demi-heure pour aller à la conférence suivante. Ça paraît beaucoup, mais vu la superficie de l'espace, il faut plutôt courir pour avoir sa place et assister à ce qu'on avait prévu d'assister. Donc, on a fait pas mal de kilomètres pour vous ramener toutes nos petites nouveautés. Justement, une des choses qu'on a rapportées dans nos valises, c'est les nouveautés HubSpot. Donc, on voudrait déjà un petit peu savoir comment vous utilisez la plateforme. Est-ce que vous êtes des utilisateurs exclusifs du Hub Marketing, plutôt du Hub Sales? Est-ce que c'est les deux ensemble? Ou est-ce que voilà, vous voulez en savoir un peu plus sur les services? Donc voilà, je vous laisse répondre un petit peu à ce sondage et nous dire quelle est l'utilisation de la plateforme que vous avez aujourd'hui, si vous utilisez HubSpot aujourd'hui. Donc pour ceux qui utilisent la plateforme aujourd'hui, il y a des choses qui vont vous sembler pas nouvelles parce qu'il y a des fonctionnalités qui apparaissent au cours de l'année, donc vous les avez peut-être déjà utilisées et réutilisées. Ce qu'il faut savoir, c'est que la keynote de Christopher O'Donnell, qui est le Senior VP Products chez HubSpot, c'est vraiment un temps fort parce que même si tout n'est pas exceptionnel en termes de nouveautés, ça nous donne vraiment l'état d'esprit dans lequel ces nouveautés ont été conçues. Cette année, on a bien compris qu'ils avaient eu un moment difficile en début d'année HubSpot parce qu'il y a eu un moment où la plateforme a dysfonctionné. Et donc, ils ont plutôt souhaité se recentrer sur des fonctionnalités et approfondir des fonctionnalités existantes plutôt que d'en ajouter de nouvelles. Donc, c'est vraiment une année qui a été conduite par le client et par l'utilisateur HubSpot, puisqu'ils ont analysé plus de 3000 idées qui ont été données sur la communauté HubSpot. Ces idées-là ont été plus de 18 000 fois approuvées par les utilisateurs. Donc, il y a vraiment une prise en considération forte de tous les feedbacks des utilisateurs. Et ces feedbacks ont donné simplement 2 axes de réflexion à HubSpot pour lancer de nouvelles fonctionnalités. C'est faire plus simple et faire plus autour et avec HubSpot. Donc, on va dérouler tranquillement les différentes fonctionnalités. On ne va pas pouvoir rentrer dans le détail, mais on vous invitera un petit peu plus tard à revenir vers nous si vous avez besoin d'infos complémentaires. La première fonctionnalité qui va vous faire gagner du temps, c'est l'intelligence artificielle qui a été intégrée autour de la déduplication des contacts et des entreprises. Pour vous qui créez régulièrement des contacts personnels ou des entreprises, ça peut prendre un temps certain. Aujourd'hui, la création de contacts, elle est accélérée, la fusion des données,
elle est facilitée. Ils estiment qu'environ le temps est environ réduit de moitié pour créer des données de contact ou des données d'entreprise. Donc ça, c'est disponible dès maintenant sur les plateformes professionnelles et enterprise. La gestion des workflows, alors ça, pour nous, c'est vraiment la grosse nouveauté préférée, on va dire ça comme ça. Ça m'a ému là. Pour ceux qui créent des workflows assez complexes régulièrement, vous comprendrez que quand on peut fusionner une branche de workflow dans un workflow de nurturing, par exemple, ça nous fait gagner un temps fou, ça nous évite d'avoir à recréer entièrement une branche de workflow qu'on aurait déjà créée à côté. Donc, c'est un gain de temps énorme. Et puis, pour les monomaniaques de l'organisation, comme certaines d'entre nous, vous pourrez maintenant ranger vos workflows dans des dossiers pour avoir une bien meilleure vision de vos workflows et de l'organisation. Donc, ça aussi, c'est disponible dès maintenant. Par contre, attention, pour le moment, c'est seulement disponible pour les deal-based et company-based. Donc, vous n'aurez pas accès à cette fonctionnalité dans un premier temps. Pour les contact-based workflow, ça devrait venir d'ici la fin d'année. Création de dates en natif, alors ça va réjouir les gens qui sont ni des illustrateurs, ni des web marketeurs professionnels. Vous allez pouvoir créer directement dans votre HubSpot des ads sponsorisés en Facebook, en Google Ads et en LinkedIn Ads. Déployer complètement vos campagnes de A à Z dans HubSpot. Là, le gros plus, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de facilité à analyser le ROI de vos campagnes, puisque le reporting se fera de manière complètement unifiée dans la plateforme. Donc ça, c'est disponible dès maintenant dans les gens qui utilisent le CRM gratuit et plus. Le nouvel éditeur email, alors ça fait déjà un moment qu'il est sorti. Je sais que nombre d'entre vous l'utilisent déjà depuis un moment. Là aussi, on est sur un gain de temps, un choix plus large de modèles, une fois de plus pour les gens qui ne disposent pas d'expertise web design en interne. Vous pourrez personnaliser aussi vos modèles un peu plus facilement. Vigilance néanmoins, surtout pour ceux d'entre vous qui ont de multiples utilisateurs, à ne pas faire dévier trop la charte graphique si toutefois vous aviez des contraintes graphiques à ce niveau-là. C'est disponible dès maintenant pour le CRM gratuit et le Hub Marketing de toutes les formules. De la même manière, la base de connaissances dispose aussi de ce nouvel éditeur, donc une expérience d'édition qui est améliorée. C'est disponible dès maintenant pour les utilisateurs du Service Hub professionnel et Enterprise. La mise à jour de l'automatisation de l'outil Sales, c'est aussi une expérience prospect qui va être plus fluide parce que vous allez notamment pouvoir supprimer les formulaires de contact quand vous envoyez un meeting links. C'est un peu un formulaire intelligent. À partir du moment où le contact est connu, vous ne lui redemandez plus des coordonnées que vous lui auriez déjà demandées auparavant. Vous allez pouvoir mieux personnaliser vos communications en ajoutant de nouveaux champs questions-réponses dans les playbooks. Et puis, vous allez gagner du temps dans la création de vos listes de tâches, puisqu'à partir de maintenant, vous pourrez, dès que vous filtrez une vue, créer une liste automatiquement à partir de cette vue. La marketplace, alors c'est une nouveauté sans en être une autre, puisqu'on avait depuis tout temps possibilité de connecter des apps à HubSpot. Ils ont quand même connu quelques désagréments autour de leurs apps, donc ils ont voulu vraiment professionnaliser l'accès à ces connexions et à ces intégrations. Donc vous avez aujourd'hui un vrai magasin d'applications et d'intégration HubSpot. Chaque application présente sur cette marketplace est validée par HubSpot. Chaque partenaire doit passer une certification pour pouvoir être référencé dans cette marketplace. Donc, vous aurez un choix très, très important d'applications, très facile à trouver avec des filtres très nombreux. Donc, vous pourrez, quelle que soit votre démarche, trouver l'intégration qui vous convient le mieux. C'est disponible dès maintenant dans votre plateforme HubSpot. Vous le trouverez dans les settings, dans la partie intégration. Facebook Messenger directement intégré dans les chat flows, donc vous pourrez vraiment avoir une relation personnalisée avec vos prospects. Il n'y aura plus de friction dans l'expérience prospect. Cette fonctionnalité, elle est toujours en bêta,
Donc, pour le moment, vous n'allez pas y avoir accès. Ça devrait également être disponible d'ici la fin d'année. Pour les personnes qui utilisent des formulaires de support, vous pourrez aussi également directement les traiter dans Conversation. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément des fonctionnalités révolutionnaires. On est beaucoup dans l'expérience prospect et dans l'expérience utilisateur. On essaye de centraliser au mieux toutes les conversations auprès de vos prospects ou de vos clients. Pour ceux d'entre vous qui mettent en place des actions de Customer Success, HubSpot propose aussi dorénavant d'automatiser toutes ces actions. L'exemple concret, vous mettez en place une enquête de satisfaction en fonction des résultats des contacts obtenus. Eh bien, vous pouvez automatiser, par exemple, pour des contacts qui vous ont donné une note satisfaisante, automatiser la proposition de partager leur avis sur Google My Business, par exemple. Pour les contacts qui ne vous auraient pas bien évalués, vous pouvez automatiser la demande de prise de rendez-vous pour échanger sur le pourquoi ils vous ont mal évalué. Donc, c'est vraiment intéressant quand vous mettez en place des actions de fidélisation ou de Customer Success. Quelques améliorations dans le chatbot, notamment pour gérer votre disponibilité. C'est pas toujours évident quand on utilise l'outil chatbot d'être très réactif. Donc, ils ont vraiment affiné la gestion de la disponibilité en fonction de votre présence, des horaires d'ouverture de votre entreprise et du support que vous utilisez pour gérer le chat. Donc, c'est aussi en bêta. Une fois de plus, à la fin d'année, vous devriez avoir accès à cette nouvelle fonctionnalité. L'attribution reporting, c'est, je pense, la plus grosse nouveauté. Il n'était pas toujours évident d'attribuer un chiffre d'affaires à une source de trafic. Il fallait faire des reportings un peu croisés, c'était toujours un peu fastidieux. D'ici la fin d'année, puisqu'on est toujours en bêta sur cette fonctionnalité-là, vous pourrez avoir des rapports d'attribution de chiffre d'affaires à des sources de trafic, à des campagnes. Ce sera vraiment très précis, très affiné pour ceux d'entre vous qui doivent justifier l'intérêt de l'inbound marketing auprès de leur boss ou de leur dirigeant d'entreprise. Ce sera vraiment une mine d'or pour mettre en place vos actions et investir dans de nouvelles actions. Alors après toutes ces nouveautés, peut-être que vous vous dites que vous n'avez pas encore bien exploité toutes les fonctionnalités actuelles. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous souhaiteriez qu'on fasse un audit de votre plateforme et voir ensemble comment on peut vous aider à mieux exploiter votre plateforme, à mieux exploiter des fonctionnalités que vous n'auriez encore pas utilisées aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Tiffaine. Je vais vous laisser le temps de répondre au sondage. Et Tiffaine va nous parler des LinkedIn Ads dans HubSpot. Oui, en effet, c'est pas une nouveauté, c'est un retour sur HubSpot. C'est le fait que maintenant, on peut synchroniser nos campagnes LinkedIn Ads depuis HubSpot. Si jamais il y en a certains d'entre vous qui ne sont pas encore convaincus par cette nouvelle, j'ai deux arguments pour vous. C'est la lead generation sur LinkedIn plus l'automatisation sur HubSpot. Ça rend tout le monde heureux. Et c'est tout ce qu'on attend parce que si jamais vous avez un doute sur le fait de communiquer sur LinkedIn, j'ai quelques chiffres pour vous. Tout d'abord, LinkedIn, c'est plus de 630 millions d'utilisateurs au monde. Parmi ces 630 millions d'utilisateurs, il y a 63 millions de décideurs. Il y a énormément d'influenceurs, mais surtout, aujourd'hui, 94% des personnes qui travaillent en B2B sont sur LinkedIn. C'est donc l'endroit, si jamais vous avez des offres à communiquer, c'est vraiment l'endroit pour le faire. La synchronisation HubSpot LinkedIn fonctionne de 3 manières. La première, c'est la synchronisation des leads. Vos leads, ils arrivent directement dans votre plateforme HubSpot. Le petit plus de l'intégration, c'est que vous n'avez plus besoin de passer par une landing page. Il n'y a plus besoin d'avoir un formulaire HubSpot. Vous pouvez utiliser les formulaires LinkedIn. Et ce qui est bien avec les formulaires LinkedIn, c'est que les données de vos prospects se pré-remplissent. Du coup, il y a moins de freins au téléchargement et vous gagnez en lead. En plus de cette synchronisation des leads, on a la synchronisation des campagnes.
C'est-à-dire qu'on n'a plus, ah bah j'ai fait une campagne LinkedIn sur mon livre blanc, mais j'avais aussi à côté fait une campagne d'emailing sur HubSpot. On peut tout retrouver, on peut lier ces 2 campagnes directement de HubSpot. Donc, les résultats de votre campagne, vous pourrez les voir directement dans un seul endroit et vous pourrez évaluer la performance de chaque levier activé pour promouvoir ce livre. Je dis livre blanc, mais ça peut être un service, ça peut être une vidéo. Et dernièrement, et ça c'est un vrai plus, on peut synchroniser les audiences. C'est-à-dire que si vous avez une liste sur HubSpot où vous dites, voilà, ça c'est typiquement, c'est cette cible-là que je veux, vous pouvez la synchroniser dans LinkedIn et vous êtes sûr que les personnes qui sont déjà dans votre funnel, donc là on parle de nurturing, on ne parle plus de lead generation, mais les personnes qui sont déjà dans votre plateforme HubSpot, vous allez pouvoir continuer à les nurturer grâce à des campagnes LinkedIn et vous allez pouvoir leur montrer que vous êtes toujours présent et que vous avez la réponse à leurs problématiques. Le deuxième plus de la synchronisation de ces audiences, c'est que vous pouvez même synchroniser des entreprises. Donc, vous pouvez rentrer dans une démarche d'ABM si vous le souhaitez. Enfin, ce qui est vraiment bien avec, et c'est là qu'on peut s'éclater nous en tant que marketeurs, ce qui est vraiment bien avec cette synchronisation, c'est qu'on peut s'amuser à faire des workflows de nurturing directement dans HubSpot, avec en plus le petit plus de la nouveauté HubSpot où on peut passer les workflows d'une campagne à une autre. Donc, c'est-à-dire que si demain, vous avez quelqu'un qui arrive de LinkedIn et vous vous dites, ouais, du coup, je vais le rentrer dans ce formulaire-là, hop, vous le rentrez dans un nouveau scénario et ça passe. Et ensuite, la finalité, on passe ces nouveaux leads tout chauds, bien préparés par LinkedIn, à nos sales. Et moi, je vais d'ailleurs passer maintenant la parole à Isabelle, qui va vous parler des sujets sales qu'elle a pu découvrir lors de Inbound. Ça, c'est une transition toute trouvée, effectivement, d'envoyer au sales. Bah, justement, on va peut-être poser d'abord cette question de savoir un petit peu, pour ceux qui sont soit commerciaux, soit qui ont des équipes de commerciaux dans leur entreprise, c'est comment est-ce que les commerciaux vivent la relation avec leur CRM. Parfois, c'est un mariage d'amour, c'est-à-dire que c'est un vrai outil au quotidien et que ça aide vraiment à fonctionner, à gagner du temps, à optimiser. Soit c'est une première relation et on en est au balbutiement et on se familiarise et on se regarde un petit peu en chien de faïence, mais on va y aller. Soit sensiblement, on tourne le dos parce que c'est trop compliqué, ça prend du temps, c'est délicat, c'est la contrainte au quotidien. Donc voilà, il y a la question est de savoir un petit peu comment cette adoption du CRM se fait. Par rapport à tout ce qu'on a vu depuis le début de ce webinaire, on est rentré dans des choses très concrètes. Moi, du coup, je suis allée voir dans les conférences plutôt des aspects stratégiques et notamment un petit peu ce qui se dit sur l'évolution du métier du sales, sur la relation avec les marketeurs et notamment tout ce qui va faire en sorte que tout ça va être dans un même objectif, générer du business. Une des interventions que j'ai beaucoup aimée, c'est celle qu'a menée Michelle Benfer, qui est VP Sales HubSpot, qui était basée sur la confiance. Alors, elle a donné un chiffre qui était assez amusant. Si vous regardez le slide qui est extrait de sa présentation, on fait quand même plus confiance à un barista et à un dentiste qu'à un marketeur ou à quelqu'un qui travaille dans le commerce. En gros, il y a quand même un déficit flagrant de confiance et de crédibilité a priori envers nos métiers. Du coup, sa question à elle, c'était de dire est-ce qu'on peut encore faire confiance aux commerciaux et surtout comment est-ce qu'on peut encore faire confiance. Alors, pour répondre à cette question-là, elle s'est appuyée sur une étude qui a été menée par un professeur de Harvard qui s'appelle Frances Fry et qui, elle, s'est appuyée, alors de manière plus générique, elle n'a pas fait un focus forcément sur les sales, mais Michelle Benfer a repris cette approche spécifiquement pour les sales. Et l'approche de Frances Fry se base sur la notion du triangle de confiance. Donc, le triangle de confiance, elle le définit comment? En gros, il y a 3 grands aspects qui doivent permettre de construire la confiance dans toutes nos relations. Le premier, c'est effectivement la rigueur et la connaissance. Ensuite, l'authenticité et l'empathie. Alors, pourquoi est-ce que Michelle Benfer a jugé que c'était intéressant de le reprendre d'un point de vue relation avec des sales? Le premier, par exemple, la rigueur du discours, c'est que si vous-même vous doutez de ce que vous êtes en train d'amener en réponse aux problématiques de votre client, on a tendance moi j'ai coutume de dire quand il y a doute, il n'y a pas doute. C'est-à-dire que si effectivement vous-même vous doutez, vous allez créer un doute en face.
Donc, il faut être hyper rigoureux, il faut avoir le goût de se challenger régulièrement, il faut avoir le goût d'accroître ses connaissances, d'être toujours à la recherche d'une nouvelle information et d'être à la pointe de ce qui se fait dans son métier pour pouvoir être rassurant et créer cette confiance en face avec son client. Le fait d'être authentique, c'est pareil, c'est que si vous avez quelque chose qui laisse entendre que là, vous êtes en train de jouer un jeu ou que vous n'êtes pas naturel ou que ce que vous avez dit juste avant, ça se contredit, etc., vous allez vous y perdre vous-même. Donc, il faut absolument être dans une relation authentique, il faut parler vrai, il faut être humble, il faut avancer effectivement des choses qui sont réalisables et qui font que la personne en face va se dire « Ok, là, je vais être bien accompagnée ». Et l'empathie, c'est un point notamment important quand on veut être dans une relation qui va par exemple s'appuyer sur l'inbound marketing, c'est que si vous ne savez pas quelle est la problématique que rencontre la personne qui est en face de vous, si vous ne vous intéressez pas un minimum à ce qu'elle vit, vous ne saurez pas lui apporter la bonne réponse. Et en gros, il faut que d'une manière réellement empathique, et ça rejoint la notion d'authenticité, c'est que vous vous intéressiez à ce qui se passe en face. On arrête de parler de soi, on arrête de parler de ses produits, on arrête de vanter ce qu'on est capable de faire pendant des minutes et des minutes. La première question à poser, c'est en gros, en quoi est-ce que je peux vous aider? Et si on s'appuie sur ces trois aspects du triangle de confiance, donc si on est rigoureux au quotidien, si on est authentique, qu'on parle vrai et si on a une réelle empathie pour la personne qui est en face, les bases de la confiance sont posées. Et ce qu'on va pouvoir amener comme réponse va être entendu, va être compris et va permettre de créer les bonnes bases de la relation de vente a posteriori. J'ai mis juste après un lien que vous pourrez retrouver par la suite sur la conférence, le TEDx qu'a mené Frances Fry, parce que, alors je le répète, c'est plus générique que la partie sales, mais en tout cas, ça permet d'avoir un petit peu sa vision à elle et comment est-ce qu'elle est arrivée à cette conclusion. Donc, ça m'a semblé intéressant de vous le partager. Un autre des points que j'ai vu lors de ces conférences à Boston, c'était sur l'ABM, avec John Miller, qui est le CEO d'une société qui s'appelle Engagio, et qui a partagé sa vision à lui sur l'account-based marketing, avec notamment cette phrase qui, je l'ai un peu résumée, mais qui en gros disait l'ABM, c'est pas juste prospecter des grands comptes et faire comme avec tous les autres. L'ABM, ça doit devenir une réelle stratégie d'entreprise, une stratégie business, voire une stratégie d'entreprise. C'est-à-dire qu'on va créer un environnement, un accompagnement et une approche qui doivent être réellement spécifiques et pas juste une transposition de ce que je fais avec les autres vers des comptes stratégiques. Comment est-ce qu'il traduit ça ? Concrètement, alors rien de nouveau sous le soleil, hein, clairement, mais on sélectionne des comptes stratégiques, on crée de l'engagement, on mesure. Jusqu'ici, c'est pas révolutionnaire. Par contre, on se démarque, c'est-à-dire qu'au sein de l'entreprise, on va allouer des ressources spécifiques et personnalisées à destination de ces comptes les plus stratégiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau du contenu qu'on va créer avec le marketing, on va le penser vers ces comptes stratégiques et au niveau des sales, on va avoir une approche qui va être extrêmement personnalisée et spécifique. C'est un peu particulier par rapport à Engagio. Ils ont expliqué notamment que 75% des décideurs, même si on est dans une démarche un peu plus intrusive que l'inbound marketing, c'est-à-dire qu'on va aller vers ce compte-là. Quand on est dans de l'ABM, on va, nous, aller chercher à créer un engagement avec quelqu'un qui ne nous attend pas forcément. Et bien même quand on est dans cette approche-là qui est un peu plus intrusive, si tant est qu'on lui apporte quelque chose qui est personnalisé, s'il sent que ça peut l'aider, lui, à développer son propre business, 75% des décideurs vont recevoir positivement ce contenu. Donc, il ne faut pas hésiter effectivement à aller vers une stratégie ABM, mais en étant bien préparé, en ayant des choses spécifiques, personnalisées et créées vraiment pour attirer l'attention de ces comptes-là. Un autre point important, c'est que si on accorde du temps à la création d'un contenu personnalisé, la personne en face va le sentir et va elle aussi accorder un peu plus de temps. Par rapport au buyer de journée, John Miller a également partagé le fait que pour eux, chez Engagio, ils avaient un account de journée qui était, mais vous voyez, extrêmement découpé, très long.
et qu'il y avait des notions qui étaient spécifiques. C'est-à-dire que, par exemple, ils sont sortis de la notion de contact froid à contact attentif. Quand vous avez la notion de aware, il a eu connaissance à un moment donné de ce que vous faites, il est conscient. Il est froid entre guillemets, mais pour eux, il est plutôt conscient. Et ensuite, l'engagement va se créer, etc. Et le bailleur de journée va se poursuivre. Donc, ils ont découpé tout ce temps-là. Et puisqu'on parle de temps, c'est une notion qui est extrêmement importante dans cette entreprise-là. Et c'est devenu un nouvel indice de mesure pour la qualification et surtout le scoring de leur lead. C'est-à-dire qu'en ABM, ils ont mis en place un outil dédié, donc qui est spécifique à Engager, mais que je trouve intéressant, c'est que le temps devient un nouvel indice de scoring. En gros, c'est combien de temps la personne a passé effectivement sur le site, combien de temps elle a passé sur le contenu que je lui ai proposé, en combien de temps est-ce qu'elle revient, etc. Et suivant le temps qu'elle accorde, elle gagne des points, et c'est ce point de temps qui va permettre de spécifier si elle est plutôt à tel niveau de maturité ou tel autre, et est-ce qu'elle est considérée comme étant mature pour être contactée par les sales ou pas. Donc, on dit un time is money, et pour eux, c'est vraiment le cas, c'est-à-dire que ça devient vraiment un indice en particulier. Sur le marketing, pour terminer sur la partie sales, il y avait un retour d'expérience que j'ai trouvé aussi intéressant de la part de Career Mind. Alors eux, ils sont spécialisés dans un truc qui est absolument pas sexy, qui est en gros les sociétés qui se retrouvent à devoir licencier des personnes. Ils ont fait notamment référence au film avec George Clooney quand il traverse tous les États-Unis et qui vient expliquer aux gens qui ont perdu leur job et que tout va bien se passer dans la vie. Et en gros, ils ont expliqué, les deux personnes qui étaient présentes ont expliqué qu'elles se sont donné les moyens de mettre en place le marketing au cœur de leur entreprise et que les résultats ont été fulgurants. C'est-à-dire que la courbe de montée de lead, c'est des centaines de pourcents de progression. Donc ça a été une vraie réussite pour elles. Pour elles expliquent ce succès en respectant 3 étapes importantes. La première étape, c'est de se respecter et d'avoir de la compréhension mutuelle entre les sales et le marketing. Ça paraît bête comme chou, mais c'est des fondamentaux qui font que ça fonctionne. C'est-à-dire, la compréhension, c'est je comprends si je suis sales, ce que l'équipe marketing fait, comment est-ce qu'elle fonctionne, sur quoi est-ce qu'elle s'appuie. Et à l'inverse, le marketing, je comprends comment est-ce que le commercial travaille au quotidien, ce qui fait qu'effectivement, il peut ou pas utiliser ce que je produis en tant que marketeur, etc. Et avoir cette connaissance qui va permettre cette compréhension et ce respect mutuel. Partager les feedbacks de chaque côté, ça veut dire quoi? Par exemple, typiquement chez eux, ils ont fait en sorte que les réunions sales ne soient plus des réunions uniquement sales, mais des réunions marketing où autour de la table, il y a à la fois des personnes du marketing et des personnes du sales. Et d'avoir aussi des objectifs partagés, c'est-à-dire que ça peut être des objectifs différents, des KPI différents d'entreprise, mais qui sont des KPI spécifiques au marketing, qui vont faire que tout le monde s'engage ensemble et que ça engage la responsabilité de chacun. Et tout ça, ça a permis de contribuer à la réussite de ce qu'elles ont mis en place. Si on fait un parallèle, c'est ce qu'on a mis en place aussi et ce qu'on met en place avec nos clients à travers des SLA, qu'on fait signer, donc ça surprend parfois dans les entreprises, mais c'est réellement un engagement de part et d'autre entre le marketing et les sales, de voir comment est-ce qu'on peut avancer ensemble dans un même objectif. Pour terminer, juste ce qu'elles ont partagé également, c'était comment est-ce qu'elles ont réussi cet alignement sales et marketing. Ça reprend à peu près schématiquement ce que j'ai dit. Le fait d'impliquer les sales dans la création de contenu, c'est aussi un des points importants parce que ça valorise aussi cette connaissance très riche du terrain que peut avoir un commercial, qui va permettre aussi au marketing d'être encore plus concret et d'être encore plus en phase avec les attentes des personnes auxquelles on s'adresse. Voilà en ce qui concerne les sales. C'est un peu rapide et je ferai un point un peu plus détaillé certainement par un article, en ajoutant notamment ce qui a été
intéressant et sur lequel on a beaucoup de ressources à partager, qui sont des workflows qui sont maintenant, qui ont été imaginés spécifiquement pour les sales, avec comment est-ce que, avec une plateforme de marketing automation, je peux gagner du temps en tant que commercial en automatisant des choses. John Miller a rappelé, le CEO d'Engadget, qu'on testait d'abord des choses une à une et qu'on dupliquait et on automatisait ce qui fonctionne. Là, c'est ce qui a été proposé. C'est en gros des workflows qui permettent réellement à un sales, justement, de gagner du temps dans ces fonctions en s'appuyant sur les workflows disponibles dans un outil de marketing automation. Du coup, je pense que je vais prendre la suite sur la partie. Voilà, c'est ce que j'allais te proposer, puisque on vient de terminer de parler de contenu. Effectivement, on a suivi notamment ensemble des conférences qui étaient hyper intéressantes sur le contenu, qu'on appellera d'ailleurs plus contenu. Tout à fait. Donc, la conférence à laquelle on a assisté ensemble avec Isabelle, c'est celle de Dan Gingis, qui est CEO, mais dans le sens Chief Experience Officer. Le premier fait intéressant qu'il nous a partagé, c'est que d'une manière générale, un consommateur, il ne partagera pas une expérience moyenne. Ce qu'on voit énormément aujourd'hui, c'est quelqu'un qui partage du positif ou quelqu'un qui partage du négatif. Mais si votre expérience, elle n'est pas extraordinaire, elle est juste basique, on ne parlera pas de vous. Malgré ça, il y avait 2 statistiques qui ont été très intéressantes dans cette conférence. La première, on voit que 49% des clients sont prêts à poster une critique positive, que ce soit en ligne ou sur les réseaux sociaux, après une expérience positive. Donc quand on se dit, c'est marrant parce que nous, pourtant, on a l'impression de voir plutôt des critiques négatives en général. Pour autant, seulement 30% des personnes interrogées sont prêtes à partager une expérience négative. Donc c'est là qu'on se dit, bon, aujourd'hui, moi, je veux qu'on parle de moi, mais comment je me différencie? Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a plus de 60 millions d'articles de blog qui sont postés chaque jour et 5 milliards de tweets, on fait comment pour se différencier? Donc, je vais vous présenter l'approche de Dan Gingis. Son approche, il l'a appelée The Wiser Approach. Wiser, c'est pour witty, donc witty qu'on va appeler ingénieux avec la petite touche d'humour. Une expérience qui sera aussi immersive, shareable, donc que les gens auront envie de partager sur les réseaux sociaux. Une expérience qui sera extraordinaire. Et le petit plus qu'il apporte, et là, c'est pas dans l'expérience, c'est dans le rôle de l'entreprise, c'est le rôle de réactivité. Il faut toujours répondre aux personnes qui nous interpellent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en ligne. Donc, je vais passer chaque lettre de la Wiser Approach dans le détail. Donc, la première, donc ce qu'il appelait witty, c'est comment être ingénieux, comment apporter des petits éléments décalés dans l'expérience client. Un élément qui est relativement facile à faire, c'est d'apporter des petits jeux de mots ou des petites astuces à l'intérieur de vos supports print. Ça ne vous coûte rien puisque dans tous les cas, c'est un support que vous avez déjà prévu d'imprimer et ça rajoute voilà, le petit plus qui fait que les personnes vont avoir envie de partager. Un des exemples qu'on a en France, c'est Innocent, qui rajoute toujours des petites blagues dans les recettes. Alors, en effet, il faut lire la recette, mais le jour où la personne trouve cet élément, on est sûr qu'elle est partagée. Donc, voilà, ils vont nous mettre secouer avant, pas après, où il y a toujours ce petit PS, manger des brocolis ou autres légumes qu'ils ont envie de rajouter comme astuce. La deuxième expérience, c'est l'expérience immersive. Quand on sait que 82% des clients arrêtent de consommer un produit ou un service à cause d'une mauvaise expérience client, il faut qu'on trouve un moyen de rallier ces clients à notre expérience. Un des bons exemples, c'est Starbucks. Starbucks, le fait que tous les prénoms soient mal écrits, ça aurait pu devenir catastrophique pour eux. Mais c'est devenu un jeu et les gens sont maintenant très contents de dire « Ah, regardez, ils ont encore fait une erreur dans mon nom ». Et c'est quelque chose qui se partage sur les réseaux, c'est devenu une tradition. Et les gens, maintenant, ils limite sont déçus si jamais on a bien écrit leur prénom parce que y a pas le partage de Starbucks, quoi. Et Starbucks, s'ils arrêtent ça, s'ils arrêtent cette expérience un peu humoristique de mal former ou de maltraiter les prénoms des gens, il y a moins de partage sur les réseaux sociaux. Donc, c'est devenu un jeu entre le consommateur et l'entreprise. C'est créer une relation, mais le client, en tout cas, se sent part de l'entreprise. Donc, les troisième éléments, c'était les éléments partageables. Donc, c'est la petite attention qui fera que votre client, il aura envie de partager. Nous, par exemple, chez Winbound,
quand on va dans une conférence, quand on invite du monde ou quand on a un client qui arrive chez nous, on lui envoie toujours un livre sur l'inbound marketing. C'est la petite attention qui fait la différence parce que ça nous arrive en effet d'avoir des partages sur les réseaux sociaux. Et en 4e point, on a le fait de rendre l'expérience extraordinaire. Et là, il nous a cité un exemple qui est assez original, on va dire. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on réduise au maximum toutes les frustrations de nos clients. Et on sait tous que la plus grande frustration d'un client, c'est d'arrêter un abonnement. Qu'on arrête d'un abonnement ou qu'on essaye de résilier un forfait, c'est la croix et la bannière. Et avec raison, Dan Gingis nous rappelle que si on facilite tout ce process d'annulation, ok, on a des gens qui peuvent partir plus facilement, mais on aura aussi des gens qui vont signer plus facilement. Et c'est comme ça qu'on va fidéliser nos clients, en leur rendant la vie facile. Et la dernière chose, donc c'est celle d'être réactif, que pour n'importe quelle interpellation sur les réseaux sociaux, toujours répondre et dans la minute. Alors, il avait eu plusieurs exemples à nous proposer. Moi, j'ai bien aimé celui de Southwest, d'une personne qui a mis un message sur Twitter en lui disant « Aidez-moi, ma copine, elle allait à un mariage, elle a oublié sa robe de demoiselle d'honneur. » Du coup, ils ont dit « Vous inquiétez pas, venez nous parler en message privé. » Donc, quelqu'un d'autre a répondu « Attendez, ça a marché, ça ?» Et la personne a répondu « Oui, aujourd'hui, la robe s'envole. » Et la dernière réponse qu'on a « J'aime Southwest. » Et voilà, et on a une personne qui est contente, un service client qui a fonctionné et on a été réactif sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est tout ce qu'attendent les personnes qui nous interpellent. Sachez que 82%, pardon, non pas 82, 15%. 15% des personnes qui n'ont pas de réponse sur les réseaux sociaux sont prêts à quitter une marque, arrêter la fidélisation totale. Ils arrêteront de consommer cette marge parce que on les a ignorés sur les réseaux sociaux, on a ignoré leurs demandes. Donc, toujours être réactif, c'est très important. Je passe maintenant la main à Cindy qui va nous parler des vidéos. Je vais vous parler des vidéos et c'est une bonne transition avec se différencier par l'expérience client puisque grâce aux vidéos, vous pouvez aussi vous différencier dans la relation personnelle que vous avez avec un prospect et ça peut vous aider à vendre. Alors, je vais vous donner rapidement des exemples très concrets de vidéos que vous pouvez faire tout au long du parcours d'achat et même après l'achat. Donc, c'est une conférence qui a été animé par Tyler Lessard, qui est le VP de Vidyard. Donc, quand il parle de vidéo, ils savent de quoi il parle. Donc, concrètement, voilà, à la fin de ce webinaire, vous vous dites ouais, mais la vidéo, je voudrais bien m'y mettre, mais je ne sais pas par quoi commencer. Ben, voilà quelques exemples concrets que vous pourrez tout de suite mettre en place. Si vous voulez vous adresser à des prospects en prise de confiance, vous allez chercher à les éduquer et chercher à prendre une position d'expert. Si vous voulez vous adresser plutôt à des prospects qui sont en considération, voire déjà en décision, il va falloir communiquer de manière ciblée et précise pour les engager dans leur acte d'achat. Et puis, si vous parlez à des clients, des jeunes clients ou des clients en fidélisation, bah, vous voulez leur faire vivre la meilleure expérience client possible. Donc, comment on fait ça ? Des exemples précis pour des vidéos de prise de conscience. Vous pouvez faire des petites vidéos sur les réseaux sociaux en mode conversationnel. Évidemment, des vidéos pédagogiques. Si vous êtes là aujourd'hui, vous en avez certainement déjà vu des dizaines sur votre blog, sur votre chaîne YouTube. Et puis des vidéos directement adressées soit à des prospects directs, soit dans une démarche d'ABM. Donc, ça peut être des vidéos sectorielles ou des vidéos sur une expertise métier, par exemple. En phase de considération et de décision, il faut être un peu plus pushy, mais toujours, pour rejoindre ce que disait Isabelle tout à l'heure, toujours écouter le besoin de votre client, de votre prospect, lui apporter une solution. Vous pouvez, par exemple, réaliser des vidéos que Tyler Lessard a appelé the 80% video, c'est-à-dire les questions qui vont répondre aux questions que les gens vous posent 80% du temps. Donc déjà, vous allez gagner un temps fou. Plutôt que de répéter à chaque fois la même chose, avoir le même discours, bah, vous le mettez sous vidéo et quand vous en avez besoin, vous partagez ce contenu. Et en plus, vous allez forcément attirer des prospects très qualifiés puisque ça répondra à des questions qu'ils se posent. Vous pouvez évidemment faire des messages vidéo personnalisés en one-to-one. Hein. Quand vous êtes sur des MQL, des SQL, vous pouvez commencer à faire ce genre de vidéos. Et puis, évidemment, des captures d'écran utiles, des démos de produits. Quand vous envoyez une proposition commerciale, vous faites une petite vidéo pour l'expliquer. C'est toujours du service que vous apportez en plus à votre prospect ou à votre client.
Justement, quand votre client il arrive chez vous, que le contrat est signé, votre travail ne s'arrête pas là. Et pour l'aspect convivialité et créer vraiment une relation de confiance humaine, n'hésitez pas à faire des petites vidéos de bienvenue, de présentation de l'équipe. Si vous êtes dans une entreprise qui fournit des services et que vous travaillez avec une équipe projet, eh ben, chaque membre de l'équipe projet peut faire une petite vidéo où il se présente. Et du coup, on rentre tout de suite dans une relation beaucoup plus personnelle et moins distante. C'est vraiment un outil très facile à utiliser. Donc voilà, des vidéos d'onboarding sur les FAQ, des petits tutoriels pour voilà, prendre en main votre outil si vous vendez un logiciel, par exemple. Donc si vous vous dites, ouais, mais la vidéo, ça va me coûter cher, c'est très compliqué à faire, je vous invite à consulter un article de blog qu'on va prochainement rédiger où je vous donnerai des petits outils très faciles à prendre en main. Il faut vraiment dédramatiser l'aspect vidéo, tout le monde peut le faire, ça peut être qualitatif, même avec des outils qui ne vous coûteront pas 10 000 € par an. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter nos contenus pour la suite. Après tous ces beaux discours, on va passer à la partie questions-réponses. Donc Tiffaine a analysé les questions que vous avez pu poser pendant les slides qu'on vous a présentés. Donc on va essayer d'aborder les sujets au fur et à mesure. Alors la première question, elle va être pour toi, Isabelle. On a quelqu'un qui nous demande en quoi une approche ABM se différencie bien d'une approche classique. Alors, je vais faire le parallèle avec une approche inbound marketing. L'approche inbound marketing, c'est quelqu'un qui va être attiré par du contenu qu'on aura proposé et partagé et qui va venir vers soi. Quand on est dans une approche ABM, c'est plutôt à l'inverse, on cible des comptes qui nous semblent pertinents, pour lesquels on peut avoir la réponse à leurs problématiques et on va rentrer en relation avec eux. Pour autant, on ne reprend pas les techniques de prospection dans le dur où on va revenir à des choses qui ne doivent plus être aujourd'hui, c'est-à-dire d'être intrusif, d'appeler, etc. Il faut créer de l'engagement. Donc ça veut dire, dans un premier temps, sélectionner effectivement les comptes qu'on veut suivre, sélectionner des personnes parce que c'est une relation en one-to-one, on parle de human-to-human, donc on va essayer de trouver les personnes qui appartiennent à ce compte-là, avec lesquelles on a le plus d'échanges qui peuvent donner lieu à de l'interaction. Ça veut dire les suivre, ça veut dire regarder par exemple sur des outils comme LinkedIn, sur des réseaux sociaux comme Twitter ou autres, qu'est-ce que ces personnes-là vont poster, qu'est-ce qu'elles expriment et sur quoi est-ce qu'on peut rebondir. C'est-à-dire, si je vois que la personne a plutôt tendance à liker des choses sur l'engagement collaborateur, pour prendre que cet exemple-là, si elle partage elle-même des articles sur le sujet, si c'est quelque chose pour lequel j'ai une des réponses de par peut-être par exemple le logiciel que je vais vendre, je vais aller moi-même créer de l'engagement avec cette personne-là. Et c'est en lui démontrant mon expertise, en rebondissant sur ce qu'elle a partagé elle, que je vais d'une part me faire connaître, d'autre part montrer que je suis en position moi aussi d'expert et que j'ai une réponse à lui apporter et que je vais créer de l'engagement. À aucun moment je rentre avec toute voile dehors dans une relation brutale. Je crée petit à petit de la confiance. On l'a vu, ça faisait l'objet de conférences aussi à Boston. Je crée de l'engagement, de la confiance et de l'interaction. Merci Isa. Alors la deuxième question, alors je vais me la distribuer. La question porte sur les différents formats de pub qu'on peut faire avec LinkedIn Ads. Alors il y a plusieurs formats possibles. Moi, c'est vrai que quand j'ai beaucoup parlé de sponsorisation de livres blancs, mais on peut aussi, donc il y a plusieurs moyens de le faire. Soit un contenu sponsorisé, donc c'est quelque chose que vous allez voir apparaître sur votre page. Il va être notifié que le contenu est sponsorisé, mais voilà, votre contenu va être promu sur les pages de vos prospects. Vous avez aussi la mise en avant sur les carousels. Donc, vous avez plusieurs formats qui vont défiler, plusieurs annonces comme demain, si vous allez sur Amazon, vous allez voir défiler le lendemain sur Facebook plusieurs pubs qui vont vous proposer des articles. Là, ça va être la même chose sur LinkedIn. Vous allez arriver dans un carrousel. Il y a également le format de lead mail où du coup, vous envoyez un email
enfin, vous faites votre liste de personnes que vous avez envie de contacter et vous leur envoyez. Alors, l'email, ça peut être juste un message d'invitation, mais ça peut également être un message qui contient un contenu. Plusieurs formats possibles, il n'y a pas de limitation dans les contenus qu'on peut sponsoriser, en tout cas sur LinkedIn. Alors, la prochaine question, donc je pense c'est de nouveau pour toi, Isabelle. Qu'est-ce qu'un SLA? Mais après ça, peut-être que Cindy qui travaille aussi avec, oui, avec les clients sur les sujets. Exactement. C'est l'engagement concret entre les équipes, mais je pense que comme toi, tu as l'habitude effectivement d'en mettre en place, tu peux partager le retour d'expérience et surtout ce que ça a apporté dans les entreprises. Oui, tout à fait. Donc SLA, ça veut dire Service Level Agreement. C'est quelque chose qui est très répandu dans l'IT, notamment où il y a des obligations de résultats et où du coup les objectifs de performance doivent être clairement établis. Et ben là, c'est la même chose qu'on met en place pour vraiment mettre en place un contrat entre les équipes marketing et les équipes de vente. Si vous travaillez dans des entreprises où vous avez un pôle marketing et un pôle commercial, vous savez peut-être qu'il y a pas mal d'incompréhensions, il peut y avoir des quiproquos, quelques frictions, et ça vient bien souvent du fait qu'en fait, on ne s'est pas mis d'accord. On ne s'est pas entendu, les choses n'étaient pas claires, ni pour les uns ni pour les autres, c'était pas transparent, c'était pas dit, mal dit. Donc, l'idée du SLA, c'est vraiment, nous on le fait comme ça en tout cas, de mettre autour de la table tous les responsables du marketing et du commerce et que chacun sache ce qui est de sa responsabilité. Donc, vous, le marketing, votre responsabilité, c'est de mettre en place des actions de génération de leads et de conversion qui amèneront des leads aux commerciaux. Dans ce cadre-là, on dit combien d'actions de marketing, combien de leads, combien de MQL, à quoi doivent correspondre les MQL. Vous, équipe commerciale, votre responsabilité, c'est de traiter les leads sous 24 heures, sous 5 jours, d'en traiter 30 par mois minimum, etc. etc. Et tout ça, c'est formalisé dans un contrat signé des deux parties. Hein. C'est comme dans un mariage, chacun doit être consentant sur les objectifs partagés. Un mariage d'amour et de raison. Voilà, tout à fait. Mais l'idée, c'est que ça peut paraître accessoire, mais si on ne l'écrit pas, en fait, chacun, un jour, va nous sortir l'argument de « ouais, j'avais pas compris qu'il fallait que je fasse ça et je croyais pas que c'était à moi de le faire ». Donc ça, c'est vraiment un socle impératif à mettre en place quand vous faites de l'inbound marketing et de l'inbound sales. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est quand c'est le CEO qui vraiment est le messager de ce SLA. C'est lui qui porte la parole, il est un peu le médiateur dans l'histoire, donc c'est lui qui doit insister sur la mise en place de ce genre de contrat. Merci Cindy. Pardon, typiquement, je reprends l'exemple quand tu dis un SQL, comment est-ce qu'il doit être traité, si tout le monde n'a pas la même compréhension de ce qu'est un SQL, si on n'a pas défini clairement au sein de l'entreprise à quel niveau de maturité ça correspond, comment est-ce qu'il a été qualifié ainsi, ce que ça suppose comme action derrière, etc., forcément, il va y avoir un flou. Donc, on considérera peut-être que ce qu'on entend parfois dans certaines entreprises, les sales vont dire bah oui, on a reçu 300 soi-disant leads qualifiés, mais il n'y avait rien de bon dedans, et le marketing va se morfondre parce qu'il s'évertue à créer des contenus que les commerciaux vont juger clairement inutiles. Donc si effectivement il n'y a pas cette réunion, cet échange et cette co-création d'éléments vertueux pour que ça fonctionne, effectivement ça marchera moins bien, et ça peut paraître très bizarre, ça peut surprendre de se dire je vais m'engager, je vais signer un engagement avec mes collègues du service d'à côté, mais quelque part c'est un peu comme quand on inscrit quelque chose dans le marbre, ça peut paraître bête, on l'a signé, mais implicitement, personnellement, ça implique encore plus. Alors, en fait, on a beaucoup de questions, mais plus beaucoup de temps, donc j'en pose une dernière. Il y a quelqu'un qui nous a demandé quels sont les outils vidéo qu'on utilise nous. Alors nous, chez nous, on utilise des outils assez basiques. Finalement, comme je vous le disais, il ne faut pas être Steven Spielberg pour faire des bonnes vidéos pédagogiques que vous posterez sur votre blog. Disposer d'un smartphone assez puissant pour tourner des bonnes vidéos. La base quand même derrière, c'est d'avoir un bon outil de montage vidéo. Donc nous, on a testé Adobe Rush, qui est plutôt un outil
accessible, surtout si vous n'avez pas fait 3 ans d'études de cinéma, et qui vous permet de faire des petites vidéos faciles et rapides. Typiquement, les petites vidéos qu'on vous a présentées pendant qu'on était à Boston, c'était cet outil-là qu'on utilisait. Vous en avez plusieurs. Par exemple, vous pouvez utiliser aussi l'outil Vidyard, qui est assez simple et pratique. C'est une petite extension que vous avez sur Google Chrome et vous pouvez tourner des petites vidéos que vous pouvez incruster dans un email. C'est assez sympa. Si vous avez un peu la flemme d'écrire un email, vous faites une petite vidéo, vous l'envoyez, c'est personnalisé et c'est aussi rapide qu'un coup de téléphone. Donc, au-delà de l'outil, je termine au-delà de l'outil. Ce qui est important quand on fait des vidéos, c'est de se marrer et de se faire plaisir. On s'est beaucoup amusé quand on était à Boston à faire nos pastilles. On vous a épargné les reprises et le bêtisier, mais je pense que ça se ressent quand, si vous faites plaisir, ça se sentira en face. Donc, c'est pas évident, c'est un apprentissage aussi à faire. Faut se familiariser avec effectivement l'image, etc. Mais faites le pas et puis vous allez voir que vous allez vous aussi vous amuser et vous marrer. Surtout quand vos collègues vous positionnent dans une forêt de boa, c'est très simple. Elle t'allait merveilleusement bien cette fois. Alors du coup, on a reçu beaucoup de questions. Vous inquiétez pas, si jamais on n'a pas répondu là pendant le webinaire, on vous répondra par email. Ça, en tout cas, du coup, on va conclure ce webinaire. Ça a été un plaisir pour vous de parler de tout ce qu'on a appris pendant ces 4 jours à Boston. Une autre chose qu'on a appris et qui nous a vraiment réjouis, c'est qu'à Boston, ils ont une spécialité qui est incroyable. C'est le lobster roll. Et voilà, on ne pouvait pas partir sans vous en parler. Ce repas est incroyable. Merci à Isabelle, photographe, de nous avoir... Je savais pas que tu l'avais placé dans la présentation quand même. Je pense que c'était important. On avait aussi dit qu'on allait parler de la vie à Boston. C'est le point. Les gens commencent à savoir que je suis très choco-addict, mais effectivement, le lobster roll peut monter sur Du coup, on vous avait annoncé qu'on avait lancé un petit jeu concours et que l'un d'entre vous remporterait sa place pour Inbound Marketing France. Pour rappel, ça aura lieu le 28 janvier. On va faire le tirage au sort dans les semaines à venir et on vous enverra tout ça par mail. Le regagnant pourra venir gratuitement participer à Inbound Marketing France. Et ça marche. On avait avec nous à Boston quelqu'un qui avait à l'inverse gagné sa place pendant IMF pour nous rejoindre à Boston et on a passé un super moment et on la salue d'ailleurs. Tout à fait. Coucou Jennifer. Coucou Jennifer. Et si jamais vous avez d'autres questions et qu'on n'a pas eu l'occasion encore de vous y répondre, voici nos informations. Dans tous les cas, on vous envoie un replay dans les jours à venir et on reste à disposition si vous avez quoi que ce soit comme question. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Merci et bon appétit à tous. Merci.